que je suis honoré d'abord par cette invitation qui, au-delà de ma personne évidemment, sans doute gratifie tous les représentants d'Afrique réunis comme nous sommes autour de la paix, de l'art et de la Côte d'Ivoire. Je crois que les destins de la Tunisie et de la Côte d'Ivoire se sont un certain moment entremêlés par des réalités aussi politiques, géopolitiques que culturelles et sociales, d'autant que les mouvances qui se sont perpétrées ici et là nous invitent sans doute à des réflexions autour des réalités qui nous sont maintenant offertes à l'étude et sans doute à l'interprétation. Permettez-moi d'abord, avant d'arriver au thème de notre rencontre, à parler un peu de cette notion de paix sociale, sans doute, dont nous avons aujourd'hui besoin dans nos propres pays. Et j'en entends la Côte d'Ivoire et sans doute la Tunisie aussi, par la similitude de certains faits qui ont pu intervenir ici et là. Et pour parler justement de ce qui se passe actuellement en Tunisie et de l'après 14 janvier 2011, je crois que, comme la Côte d'Ivoire justement, il y a quelques années, la Tunisie a été dans un moment de grande mutation qui a été imposé finalement par un fait politique, par sans doute un fait stratégique aussi, donc qui n'est pas dû forcément à la réalité du pays, mais sans doute à la représentation de ce pays par rapport aux enjeux internationaux qui sont déterminants, trop déterminants, au-delà de ce qu'on peut attendre d'un pouvoir en place, de ce que peuvent attendre des compatriotes d'un pouvoir en place. Il y a évidemment des enjeux qui dépassent la volonté de ce qui se passe à l'intérieur. Et je crois que de ce point de vue, il y a lieu de reconsidérer aujourd'hui notre lecture de la réalité politique, sans doute par l'antinomie des facteurs qui sont là, mais aussi par l'attente du peuple, des citoyens, quant à un devenir meilleur, qui soit la synthèse de toutes les projections, il est important de considérer cela. Mais je crois que le mouvement de l'histoire, quel qu'il soit, est important. Il est très important car il établit des faits, non pas dans la contradiction imminente ou pressante de ce qu'on vit, mais aussi dans la synthèse des antinomies de l'histoire. C'est vrai que l'africanité a été en phase, ou peut-être en décalage, par rapport à des notions qui l'ont dépassé, l'occidentalisme, l'orientalisme, etc. Je crois que l'arabité et l'islam, pareil, ils ont posé des problèmes de compréhension et d'entendement, d'intelligence et d'acception, sans doute. Je pense que le plus important dans tout ça, ce n'est pas la contradiction du moment, mais ce qu'on voit venir de ces contradictions par le cours du temps et de l'histoire. Ça, c'est quelque chose de capital. Et je crois que la Côte d'Ivoire et la Tunisie, d'ailleurs, qui sont maintenant réunies incroyablement par la présence de la base à Tunis, et puis il y a un côtoiement, il y a un vivre ensemble extraordinaire entre Ivoiriens et Tunisiens. Cet apport donc historique du pays qu'est la Tunisie, ces acceptions multiples, plurielles, l'œuvre alors de la réforme des mentalités, initiée non pas seulement par Bourguiba, comme certains le disent, Bourguiba a beaucoup fait par le fait juridique, par le fait légal à partir de 1956 depuis la décolonisation, mais les mouvements se sont prononcés depuis déjà le XIXe siècle. Donc il y a eu une réelle volonté de dire qu'au-delà d'une arabité, au-delà de l'islam, au-delà d'un ancrage civilisationnel, il y a une véritable volonté de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir aux valeurs
de s'ouvrir au respect de la différence, à la synthèse de l'histoire qui peut justement donner un plus à tout ce qui peut nous habiter et tout ce qui peut nous exprimer. Cela s'est fait justement par un Ahmed Bey en 1837, par la première constitution tunisienne en 1861, par Khaïreddine Becha en 1873, par Saadi en 1903, par un Tarhaden qui a été le premier initiateur des droits de la femme, c'est-à-dire il a écrit contre toute attente en 1930 un livre sur les droits de la femme pour dire que la femme arabe musulmane ne peut pas rester dans ces conditions de marginalisation et de mépris, donc il faut qu'elle réintègre ses droits civiques, il faut qu'elle réintègre. Et ce qui est extraordinaire dans tout ça, c'est qu'en 1956, et à travers le pouvoir de Bourguiba, il y a eu des décisions extraordinaires pour ouvrir justement ce pays arabo-musulman et africain à une véritable volonté de rejet de l'analphabétisme, de l'illettrisme, rejet du sous-développement, une prise de conscience réelle pour dire que la Tunisie, dans l'état où elle pouvait être, c'est-à-dire en 1956, elle ne pouvait pas rester en marge donc d'une volonté réelle de progrès, de développement, etc. Et c'est ce qui s'est fait. Pour dire que finalement, le code du statut personnel, qui a prôné l'égalité de la femme et de l'homme, l'obligation de l'enseignement en 1956 aussi, c'est-à-dire et la généralisation qui a été dictée comme un fait réel pour pouvoir au moins donc, atténuer les effets du sous-développement. Le planning familial, c'est-à-dire que c'était une volonté qui pouvait peut-être s'inscrire dans un mouvement ou dans un contre-mouvement de l'islam qui ne prenait pas forcément peut-être, c'est-à-dire la monogamie ou c'est-à-dire le fait de limiter la progéniture, tout ça, et l'obligation de la mixité, le problème de la mixité, tout ça veut dire que quelque part, il y a dans les mouvements sociaux, et en l'occurrence ce qui s'est passé peut-être en Tunisie à partir de 1956, une véritable volonté de pouvoir dire que voilà, par la juridiction, par la volonté, par le mouvement, c'est-à-dire des peuples, que l'on arrive réellement à dépasser ce qui peut être considéré comme étant une fatalité, la fatalité du non-vivre, la fatalité de la soumission. Et je crois que l'Afrique l'a démontré, la Côte d'Ivoire en l'occurrence, quand on a envie réellement de prendre son destin entre les mains, de forcer un peu son destin, de dire et de croire en un avenir meilleur, on peut. Cela, évidemment, pour revenir à notre question fondamentale qui est une question culturelle, artistique, a posé un problème de dissension au sein même de la société. Parce que quand un présupposé président de la République vient, pour Liban en l'occurrence, en 1956, vous dire, voilà, on va devoir peut-être crier la laïcité du pays, et encore, parce que ça a été une laïcité entre guillemets, la réforme du code du statut personnel, ça a été aussi une inspiration de l'interprétation au fait d'un verset coranique qui dit de toute façon, si vous n'arrivez pas à être égal par rapport à vos femmes, donc autant se marier avec une seule, et de toute manière, le verset coranique dit que vous ne saurez pas être égal et vous ne saurez pas être réellement celui qui va pouvoir respecter tous vos. Donc ça a toujours été par rapport à une certaine idée ou peut-être ancrage qui était un ancrage à la fois arabe et musulman du pays. Quand il a été question aussi de la rupture du jeûne par rapport à l'obligation de pouvoir peut-être confronter les difficultés, etc., aussi Bourguiba il a interprété un verset coranique pour dire que voilà, si vous n'arrivez pas à vaincre le sous-développement et tout ce qu'il y a de pire en vous, alors, vous pouvez entraver cette règle du jeûne, etc. Il y a eu un certain nombre, disons, d'excès qui ont été reprochés par l'esprit même de l'interprétation de la réalité sociale chilienne. On a dit de Bourguiba qu'il était moderne, très moderne. On a dit de Bourguiba qu'il était capable peut-être aussi de certaines exactions par rapport à l'esprit même
du conservatisme, il a été par moment, parce par le devoir même qu'il voulait insuffler à son pays, à la modernité de son pays, au développement de son pays. Mais cela dit, et j'en reviens ici à un livre très éloquent de Michel Camus, La Tunisie, qui a été en 86, et au croisement de deux moments très importants de l'histoire de la Tunisie, donc c'est-à-dire la fin du règne de Bourguiba et l'avènement du 7 novembre avec Ben Ali. Alors, la Tunisie, est-ce une modernité au-dessus de tout soupçon? Je crois que la réponse a été en 2011, avec le retour justement de fractions politiques conservatrices au pouvoir, pour dire que finalement, toutes ces réformes depuis le 19e siècle, avec Bourguiba, avec la décolonisation, ont été autant de moments difficiles, parce que la Tunisie n'arrive jusqu'à l'heure pas encore à faire la synthèse de son héritage culturel, musulman, arabe, africain, maghrébin, méditerranéen. C'est-à-dire c'est finalement une synthèse difficile, parce que c'est vrai que la constitution tunisienne a été dernièrement avalisée par la constituante tunisienne, mais au-delà de l'intention réelle de pouvoir être sur un consensus, est-ce que toutes les parties en sont réellement convaincues? C'est toute la question. J'en reviens donc à cet esprit un peu mouvant et des fois qui nous incite sans doute à la dérogation autour du fait politique. Sans doute, je ne voudrais pas revenir sur les mobiles d'un 14 janvier 2011, sur ces réalités latentes et manifestes, sur ce qui peut inspirer, en tout cas, une chose est sûre, c'est que la société civile, les artistes, les hommes et femmes de culture et les médias, en réclamant une liberté réelle, un ton réel d'affranchissement par rapport aux marques du passé, à l'obédience politique, l'État parti, pour ces gens-là, n'existe plus, ou ne devrait plus exister, même s'il a plus d'exister. Donc, je crois qu'au-delà de cette réalité, qui est de dire qu'au-delà de l'intention politique, il y a un fait de la société civile, des journalistes, des médias, des artistes, pour créer un monde de valeurs qui n'est pas forcément dirigiste, qui n'est pas forcément dirigé. Je pense que de ce point de vue, la Côte d'Ivoire et la Tunisie passent par des moments de grandes similitudes, de grandes interrogations, de grandes ambitions pour justement essayer cette synthèse entre la liberté et la soumission, entre ce qui pourrait être de l'affranchissement réel par rapport à des dogmes qui nous habitent et que nous habitons d'ailleurs, et le vouloir de peut-être relativiser ça selon des modèles d'imprégnation qui sont finalement des imprégnations réelles, parce qu'elles conduisent aussi à des référents culturels, des référents historiques, mais tout ça, sans doute, nous permet de pouvoir nous réinterroger encore et toujours sur qui sommes-nous. J'en entends l'identité culturelle et j'en entends l'identité artistique. Quand j'ai soulevé, par exemple, la question de l'identité plurielle dans l'art, il y a quelques années, à travers cette notion de l'humain, qui est au-delà de l'intrinsèque culturel, social, tunisien. Il y a quelque chose qui fait que l'art arrive à franchir cette notion du dogme identitaire qui est finalement un dogme essentiellement idéologique, conservateur, parce qu'il répond à des besoins politiques. En Afrique, d'ailleurs, nous portons les mêmes contraintes, parce que je pense qu'en Occident, on a quand même dépassé ce clivage, ce qui est traditionnel et ce qui est moderne. Nous, au nom justement d'une certaine appartenance à l'idéologie, à la conservation, au conservatisme, à se placer un peu figé dans le temps et dans l'espace, les artistes ont une marge de manœuvre qui n'est pas toujours évidente, et on a vu ça depuis le 14 janvier 2011 en Tunisie, où, au nom d'un retour à un fondamentalisme religieux, nous avons eu des réactions de critique, pour ne pas dire, pour ne pas qualifier ça, par rapport à la sculpture, par rapport à la nudité, par rapport à la liberté. Ça veut dire qu'il y a une certaine valeur de confiscation
de cette liberté que l'art permet et que la religion confisque sans doute, ou sans doute un certain rapport au Parti conservateur en général, ce qui a posé un vrai problème, justement, d'interrogation autour de l'identité de l'art et de l'artiste. Donc, je suis parti du contexte général qui est le nôtre. Et je pense que la Tunisie exprime, comme la Côte d'Ivoire, exprime la contradiction des faits sociaux par rapport à ce que peut apporter l'art comme moyen de dépassement réel de cette réalité-là. Je crois que ces pouvoirs, en général, qui amalgament la conservation, cette idée du passéisme, cette idée de la valorisation de l'éternelle histoire à recommencer, cette idée donc, par rapport à un fait qui est un fait artistiquement libérateur et lui-même libéré de toute contingence, cela pose un problème, cela va poser un problème et cela donnera encore plus et encore plus de violence. Tout à l'heure, je reprenais un peu l'histoire des mouvements politiques en Tunisie. Pourquoi? Pour dire que maintenant, le taux d'alphabétisation de la femme tunisienne, scolarisée, à l'université, etc., dépasse celui de l'homme en Tunisie. Et c'est ce qui a fait le salut de la Tunisie, quand à chaque fois, après le 14 janvier, les islamistes ont essayé de confisquer cette liberté. C'est la société civile, ce sont les médias. C'est incroyablement beau de voir ces mouvances et ces mouvements autour de la libéralisation de tout ce qui peut être l'otage donc du dogme, etc. Et c'est la femme qui l'a fait, et c'est l'homme qui l'a fait, et ce sont les jeunes qui l'ont fait, etc. Il fallait les voir à chaque fois, finalement, par l'art et en dehors de l'art, en train de dire que non, notre destin, maintenant, il devra nous appartenir. Donc l'art, par rapport à ça, il a connu, par exemple, en Tunisie, depuis le 14 janvier, toutes sortes et toutes formes d'interprétation et de réalisation de création. Parce que finalement, les gens voulaient, les Tunisiens voulaient que l'accompagnement de la révolution se fasse aussi par un acte qui est lui-même rédempteur. Et ça a été l'art. L'art est porteur de civilité. L'art est porteur de quelque chose que les politiques n'admettent pas, ou ne reconnaissent pas, ou peut-être n'ont pas les moyens de pouvoir compter ou décompter. Il y a un fait artistique, il y a un véritable fait artistique qui fait peut-être craindre alors son mouvement vers tout ce qui peut être différent. Différent de quoi? De ce qu'on connaît déjà. Donc je crois que, de ce point de vue, je suis sûr que, au-delà des ententes et des consensus qui ont germé ici et là depuis le 14 janvier, et je peux vous dire que ça n'a pas été toujours évident, je peux vous dire que parmi les facteurs qui ont déterminé sans doute le vote de certains Tunisiens conservateurs au mouvement ou au parti NAM le 23 octobre 2011, c'était Persépolis. C'était un film qui était un peu dans l'interprétation de la réalité, je dirais, métalangagère de la religion, métalangagère des personnages religieux, etc. Et ça a créé un ressentiment de non, mais la Tunisie est musulmane, la Tunisie est arabe, la Tunisie ne peut pas. Et ce sacre, justement, c'est un contre-modèle et c'est un contre-exemple de quelque chose qui a créé un contre-mouvement au moment où la Tunisie voulait absolument, à partir justement de 14 janvier, croire à son destin libérateur. Finalement, il y a eu quand même un mouvement de solidarité autour du passé pour faire justice à ce passé-là à travers une réaction qui aurait sans doute produit. Les uns voulaient voir dans l'acte, donc dans ce film-là, peut-être une certaine manière de relativiser la portée. Et finalement, Michel Camot avait tout à fait raison de dire la Tunisie est une modernité au-dessus de tout soupçon. Finalement, on est rattrapé par soi-même, on est rattrapé par son clanisme, son tribalisme, par son corporatisme, par toutes sortes de considérations qui font peut-être ce que nous sommes, sans que nous soyons réellement au courant, au conscient de ce que nous sommes réellement. Donc, c'est cette antinomie, c'est cette contradiction des faits qui fait que l'art, aujourd'hui, au-delà de la culture, parce que la culture n'est pas l'art et n'est pas forcément l'art, l'art est une partie, sans doute, intégrante de la culture, mais il a ses fonctionnements, ses mécanismes, ses ambitions, ses facteurs émergents que la culture ne compte pas forcément en tant que système beaucoup plus complexe que l'art, évidemment, et autrement complexe.
Mais je crois qu'il est important pour nous de resituer un peu le débat de l'art par rapport à la société, notamment par ces mouvements de société qui sont dans des pays en forte, je dirais, dans une réalité de ballottage, peut-être bien d'antinomie et de contradiction, et sans doute d'un mouvement controversé par les acceptions historiques que nos pays ont pu admettre et par rapport auxquelles ils ont pu réagir et continuer à réagir, non sans difficulté. Donc, art pour la paix, je pense que si nous avons réellement conscience aujourd'hui du rôle de l'art en général, comment pouvoir l'escompter sans la réhabilitation du statut d'artiste lui-même? Et c'est toute la question. Toute la question a été justement cette marginalisation voulue par les pouvoirs publics du rôle de l'artiste, du statut de l'artiste. Ah, cet artiste, il vient en dehors du temps. Je n'appelle pas ici à une forme, je dirais, de confiscation du statut de l'artiste ou de domestication ou d'instrumentalisation de cet artiste. La question n'est pas là. Mais je crois qu'il y a quelque chose de non dit dans le rapport des pouvoirs publics en général par rapport à ce statut d'artiste qui, en réclamant et en clamant sa liberté, il est assujetti à toute forme donc d'appartenance et d'obédience. C'est vrai que je pense qu'il y a d'abord un travail à faire et qui est là, non seulement dans l'ordre de l'art, mais il est dans l'ordre aussi du développement culturel en général. Si réellement nous avons envie que l'art s'exprime et que les artistes puissent réellement réagir par rapport à des formes d'évolution de la société, cela ne peut pas se faire sans développement culturel réel, matériel et immatériel, en faisant assumer à l'artiste son rôle, non pas sa négation, non pas sa marginalisation, son rôle de pouvoir être efficient, mais réellement efficient, dans ce qui peut réellement faire avancer donc, les considérations sociales par l'apport de l'art. Quand on parle de paix, souvent on a considéré ça comme étant un fait anodin, qu'il y ait ce slogan fort des dialogues des civilisations et des religions, des cultures, etc., pour les dévider de tout sens. On avait l'impression que cela sert comme un slogan ouvert à toute forme, justement, d'épilogue et d'interprétation. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a fait réellement pour qu'il y ait, au-delà de ce qui peut être, je dirais, soit un dialogue sourd, ou un dialogue de quiproquo par rapport à ce qu'on peut dire et par rapport à ce qui peut être entendu par ces dits, par ces mêmes dits. Je crois que la question qui s'est posée ici a été de trouver un terrain d'entente, je dirais, un terrain sans doute de réplique et d'interférence et de confluence entre justement cette notion réelle au respect de la différence, au respect du travail de l'artiste. Il n'y a pas de paix réelle s'il n'y a pas d'abord un respect de l'autre, un respect qui arrive réellement à dire les choses sans pouvoir les insinuer ou les laisser entendre. Il y a un véritable problème de reconnaissance. Quand je vois le statut des Maghrébins en Europe, quand je vois tout ce qu'il y a, toutes les précautions à prendre pour pouvoir ne pas entrevoir ces limites de frontières qui sont là, avec les visas, avec les ceci, avec les cela, etc. Quand je vois, par exemple, qu'il y a un enfreint à la liberté de circulation, à la liberté de ceci, à la liberté... Quand il y a ces suspicions exagérées, je dirais, par rapport à ce qui peut être de l'ordre, donc que Max Weber appelait le devoir-être, et par rapport à cette liberté d'être, ou ce vouloir d'être, il y a un vrai problème. Parler de paix, mais par rapport à quoi? D'abord, il faut que ce soit une paix entre nous, une paix d'abord au sein même. Quand je vois, par exemple, ce qui a même mené la Tunisie après le 14 janvier, je n'ai pas reconnu les Tunisiens. Je n'ai plus... J'ai été dans l'impossibilité. Les gens ont instrumentalisé. C'est ceux qui étaient 99,99 étaient avec l'ancien pouvoir, je le dis. Et tous ceux qui ont voulu rattraper justement cette révolution dans ces mouvements premiers, évidemment, et qui se sont insurgés contre les Tunisiens.
Est-ce qu'on peut parler de paix si on n'est pas convaincu, si on n'est pas conscient, si on n'est pas réellement en phase de ce qui est et de ce qui peut être, sans euphorie, sans ferveur, Il y a, pour la paix, il y a d'abord une paix intérieure qui doit s'établir pour que finalement il y ait, au-delà de ça, une paix qui arrive à reconnaître tout le vivre ensemble, qui est un lieu de partage entre nous. Or, malheureusement, cela pose un problème au sein même des pays, au sein même des communautés, des pays. Et que dire quand il s'agit d'entrevoir ça dans le cadre d'un cursus bien plus large, qui est celui de l'entente des pays. Donc, je crois que par rapport à cette notion essentielle qui est la valorisation de l'art, du statut de l'artiste, de la reconnaissance de la création artistique comme étant un fait fondamental et non marginal, comme aurait dit donc Machiavelli, l'art est au cœur de la société, au cœur des choses et en marge de la société. Donc ça veut dire que quelque part, il y a un répondant qui fait de l'art et des artistes des facteurs et des déterminants de la vie et du grand dessein humain, mais les réticences sont derrière. Les réticences, souvent, elles sont dans les idéologies, dans les structures et les hiérarchies politiques, dans le rapport lui-même tendancieux de pouvoir et contre-pouvoir géopolitique, qu'on le veuille ou pas. Donc, l'art pour la paix, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais encore faut-il en être convaincu, et encore faut-il y travailler, mais y travailler sans arrière-pensée. Ce n'est pas quelque chose dont on fait un principe généraliste, finalement, pour entraver ce qui peut être de l'ordre de sa pratique réelle sur le terrain. Je crois que cela vient de deux facteurs, où serait possible, par ces deux facteurs, le truchement du vouloir, donc de faire autrement les choses, et les artistes doivent prendre leur destin entre les mains, et sans doute ce rapport, qui ne soit pas un rapport d'obédience ou sans doute d'allégeance au pouvoir, mais dans le rapport respectueux, parce que qu'on le veuille ou pas, toutes les démocratisations des arts ont compté sur le pouvoir public. Il faut passer par là pour pouvoir s'affranchir et pour pouvoir aussi aller au-delà. Il y a sans doute un rapport qui devrait se faire entre cette liberté présumée et ce rapport qui ne sert pas forcément un pouvoir, mais qui va dans le sens d'une entente bien plus large. Donc, la paix, et dire et combien on en a besoin, la paix, c'est quelque chose qui pourrait correspondre, évidemment, à une ambition humaine. Quand je me rappelle, et je parle du cas de la Tunisie, les partis pris qu'on a, rien que d'admettre la diversité linguistique et dialectale des régions. Et des gens de Tunis qui se moquent des gens de Sousse, et des gens de Sousse qui se moquent des gens de Gabès, et des gens de Gabès, etc. Mais de quelle paix veut-on parler? Si pour la moindre des obligations qui font le respect du dialecte, qui est différent, il ne faut pas que tout le monde parle le dialecte tunisois pour qu'il soit respecté. Rien que pour ça, et avec ça, il y a réellement des réticences internes. Je crois qu'il y a un grand travail pour que finalement la paix règne, un travail de sensibilisation, de culture, un travail d'instruction de savoir, un travail aussi pour la reconnaissance de la diversité, de la différence comme étant des principes fédérateurs de l'humain en général. Et je sais que l'UNESCO concourt beaucoup pour ces valeurs-là, mais au-delà, moi je crois que aussi la paix vient par une volonté citoyenne qui est celle de s'inscrire dans un mouvement de société civile. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, moi j'ai créé en Tunisie la Fondation d'Enseignement Mandela pour les arts de la paix, et nous sommes en train de travailler sur ces valeurs-là. Nous avons aussi créé le Forum international de Tunis pour le droit à la culture et la démocratisation des arts, parce que c'est important que cela soit un facteur d'intégration de l'art dans la cité, dans la commune, quel que soit le cas. Par exemple, moi je suis d'un pays maghrébin et africain, arabe, mais qu'est-ce qu'on connaît de l'Afrique? Est-ce qu'on peut admettre, dans les programmes pédagogiques, dans la connaissance, et dire cette grande Afrique, avec sa civilisation, ses civilisations, son ancrage,
civilisationnelle et historique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je découvre ça par mes propres moyens, par mes lectures, et j'y travaille de temps en temps dans des initiatives qui sont vraiment épisodiques, parce qu'il faut qu'il y ait des choses pérennes, il faut qu'il y ait des choses structurelles, durables. Ce n'est pas l'événementiel qui crée la valeur, mais beaucoup plus la pérennité de l'action. Donc nous avons, avec Benjamin, à un certain moment, créé la conférence internationale des arts d'Afrique et culture de l'homme, mais ça c'est trop peu pour une réconciliation, pour une paix, pour une véritable valorisation de l'autre, sans crainte, sans appréhension, sans ceci, sans cela. La paix n'est pas une notion abstraite, la paix est une concrétisation d'un rêve. C'est réellement quelque chose qui doit s'inscrire dans la durée, dans le respect. Mais malheureusement, les pouvoirs en général, les restrictions, justement, nous invitent à beaucoup plus de prudence et de relativité quand il s'agit d'ambitions réelles qui nous portent et emportent vers une meilleure existence humaine commune. Donc je voudrais réellement dire à quel point Fulgence m'a fait l'honneur d'être là. Je voudrais dire tout mon bonheur aussi pour Benjamin Prou aussi, qui par son entremise, m'a permis d'être là aussi, et par le truchement de Fulgence. J'étais vraiment hier fier d'être africain, fier d'être arabe, de voir tout ce que j'ai pu voir ici hier, et voir toute cette congrégation humaine autour de valeurs humaines, artistiques, qui ont porté, qui ont changé mon regard moi-même par rapport à ce que je croyais d'un monde qui était peut-être un peu travailler à huis clos, mais finalement la culture rassemble, l'art rassemble, l'humain rassemble, et c'est très important pour nous que nous y agissions. Je crois que tout ça est porteur de valeurs réelles. Donc j'espère que le bonheur qu'on a eu hier à voir cette excellente exposition autour de la Côte d'Ivoire et de toutes les œuvres de l'humanité pour l'art, la paix, etc., laisse à réfléchir et nous reconduise réellement vers un devenir meilleur, donc de vivre ensemble et de confluence et de congrégation entre nous tous. Merci donc à tous et j'espère à d'autres occasions.